Bien, donc un deuxième moment où là on va finalement parler peut-être plus précisément des implications pédagogiques, mais aussi éthiques pour les établissements d'enseignement supérieur. Donc pour cette table ronde, on a invité deux personnes qu'on gentiment, je les en remercie, accepté de participer. Et puis, je les laisserai se présenter plus précisément. Mais donc, Béatrice Marcof, qui est enseignant-chercheur donc en informatique et rattaché presque, enfin qui est à la maison puisque vous êtes rattaché au laboratoire à la MSH, donc vous pourrez repréciser parce que je l'ai plus en tête le laboratoire, mais précisément. Et puis Bastien Mas, qui est donc chef de projet pour la chaire UNESCO Relia. Et aussi délégué général d'une association qui s'appelle Class Code et qui précisera en fait le fonctionnement de cette association. Donc je vous propose de vous présenter tout de suite et puis après je vous proposerai une petite introduction de cette table ronde. Béatrice. Oui, super ça. Alors Béatrice Marcof, enseignante-chercheur en informatique. Comme Thierry Brouard, en fait, depuis 25 ans, au LIFAT, de nombreuses années, et maintenant à CITER, et sinon à la fac de sciences. On parle un peu de notre parcours ou pas du tout? Si vous voulez. Donc, contrairement à Thierry, j'ai fait ma thèse à Besançon, au laboratoire d'informatique de Besançon, sur un langage de programmation fonctionnelle. Donc Thierry a parlé de Lisp, parallèle en plus. Donc j'ai codé les mots de ce langage pour indiquer à plusieurs machines, puisque c'était du parallèle, ce qu'elles devaient faire par rapport à ces mots. Donc c'était un compilateur. Ensuite, je suis arrivée en suivant mon mari parce que j'avais des enfants en bas âge. Et du coup, j'ai fait presque un peu comme une autre thèse, j'ai fait une conversion. Et je me suis intéressée au traitement du langage naturel, et Thierry a aussi parlé du traitement du langage naturel. Et ensuite, je me suis intéressée aux données, à la gestion des grandes quantités de données, de différentes structures. Et maintenant, je suis spécialiste de la représentation des connaissances. Donc tout ça, c'est des choses qui relèvent de l'IA dont on ne parle plus, même si ce sont des choses qui sont très présentes. On pourra en reparler par la suite. Donc voilà un peu d'où je parle sur l'IA. Je ne suis pas spécialiste depuis ma thèse de l'apprentissage profond, et je ne le serai probablement jamais, mais par contre, je sais ce que c'est que l'IA. Bonjour à toutes et à tous, Bastien Mas. Donc moi je ne suis pas chercheur, je suis chef de projet à la chaire UNESCO Relia. Donc Relia c'est pour ressources éducatives libres et intelligence artificielle. Donc le lien entre les deux, c'est à la fois qu'il y a un impact assez important de l'intelligence artificielle sur la production de ressources, ouvertes ou non. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de développer aujourd'hui, des outils qui permettent d'aider à produire des ressources éducatives libres, d'identifier des licences, de faire de la comparaison, de la mise à jour automatique. Donc ce que peut faire en gros l'IA pour la production de ressources ouvertes et partagées. Et on a aussi besoin d'IA, enfin de libre ou d'ouverture dans l'intelligence artificielle. Donc aussi la question voilà, des modèles ouverts dont on a un peu parlé ce matin, donc, qui est aussi quelque chose d'important dont on a besoin pour réussir à développer cette technologie et l'utiliser correctement, que ce soit en recherche ou en éducation de manière générale. Et donc on a des projets de recherche, soit de production d'outils d'IA pour l'éducation, et aussi la partie éducation à l'IA, donc plutôt médiation scientifique.
Et ma deuxième casquette, du coup, c'est d'être délégué général de Class Code. Donc, c'est un ancien plan d'investissement à venir qui avait pour objectif de produire des MOOC, des ressources libres pour l'apprentissage du code et de la pensée informatique. Donc, on a produit 8 MOOC jusqu'à présent à destination des enseignants, plutôt second degré et premier degré. Donc sur des thématiques assez différentes, la pensée informatique, la robotique, l'intelligence artificielle en 2020, l'impact environnemental du numérique en 2021. Le prochain, ce sera sur la cybersécurité. Et puis voilà, c'est un collectif en gros d'universités, de laboratoires, de fédérations d'éducation populaire qui produit ces ressources. Et moi, ma formation initiale, c'est un master en philo. Donc je veux bien prendre les questions de philo aussi, si vous voulez. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors, on a préparé ensemble cette table ronde et puis on a évoqué en la préparant beaucoup de sujets. Je vais vous lire quelques éléments de réflexion qu'on a eus ensemble en préparant cette table ronde et peut-être des sujets qu'on va essayer de balayer, de discuter ensemble. Donc l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur implique un certain nombre de problématiques qui sont multifacettes d'une certaine manière, et en particulier d'abord pour les étudiants. Bon nombre d'entreprises du secteur de l'éducation en fait vantent les possibilités d'amélioration de l'apprentissage et de l'expérience d'enseignement, mais pas que les entreprises, un certain nombre de collègues aussi d'enseignants. Qui permet des recherches accrues, mais qui soulève également des questions essentielles en matière d'éthique, de responsabilité et d'équité. Alors on a listé un certain nombre de questions qu'on va essayer de traiter. Ces premières questions, ça pourrait être mais comment ces outils transforment-ils la relation au savoir des étudiants? Y a-t-il un risque que l'utilisation généralisée des IA réduise les compétences essentielles des étudiants, telles que la pensée critique, la créativité, la communication? Est-ce que aussi, la modélisation des profils d'étudiants et des stratégies pédagogiques proposées par les IA ne se fait pas au détriment des collectifs d'apprentissage ou du traitement équitable qui doit être dû aux étudiants. Et enfin, la pratique pédagogique, elle ne se fait jamais hors sol. Hein. La pédagogie, c'est pas une science, c'est une pratique en situation. Et donc, cela pose aussi la question des inégalités d'accès à ces outils, aux usages, les biais algorithmiques, la préservation de la vie privée, mais aussi les impacts environnementaux, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Thierry Brouard. Il y a des questions aussi qui se posent pour les enseignants, du point de vue des enseignants. L'intégration de l'IA dans l'enseignement supérieur interroge aussi leurs pratiques. Là aussi, si les IA pourraient être des outils d'aide à la conception de contenu pédagogique, cela implique une réflexion poussée sur des gestes professionnels liés à l'enseignement. Comment les enseignants peuvent-ils garantir que les travaux produits par les étudiants ne relèvent pas de la fraude ou de la triche ? Les enseignants ont-ils besoin d'une formation spécifique pour appréhender les IA dans leur domaine d'enseignement? Et quelles ressources et soutiens institutionnels sont nécessaires pour les aider dans ce domaine? Voilà déjà un certain nombre, un petit panel de questions qu'on va essayer d'aborder. Et puis, donc, pendant 45 minutes, ce petit temps d'échange. Et puis ensuite, bien sûr, on aura 45 minutes avec vous pour continuer ce débat, échanger sur les questions que vous vous posez. Je voulais introduire cette table ronde par un... Alors peut-être, Damien, si tu peux le projeter. Voilà. Je voulais introduire cette table ronde par une enquête qui a été réalisée en novembre 2023 par deux entreprises assez connues dans le monde universitaire, parce qu'il s'agit de l'entreprise Sphinx, bien connue des sociologues, et puis une autre entreprise donc, qui s'appelle Compilatio, et qui ont réalisé une enquête auprès d'enseignants. Donc je crois que ça doit correspondre à peu près à 1200 enseignants, et puis même chose pour les étudiants, et sur leur représentation d'usage des IA. Donc quelle représentation les enseignants ont de l'usage que les étudiants font des IA. Et donc là, je voulais commencer cette table ronde par montrer un petit peu les verbatims de cette enquête. Et où les enseignants, un certain nombre d'enseignants disent des choses. Alors par exemple, ils disent que les étudiants ont un usage sans compréhension, un usage partiel car non formation à leur utilisation, une baisse des capacités rédactionnelles des étudiants, ne pas pouvoir différencier ce qui est produit par l'étudiant de ce qui provient de l'IA pour des évaluations notamment.
Certains ont peur de la perte de capacité de réflexion, d'esprit critique. Alors qu'est-ce qu'on trouve aussi? Bien évidemment la question de la triche, le manque d'apprentissage, de la mauvaise information. Voilà, en tout cas, des représentations qui sont nombreuses et des craintes qui sont importantes de la part des enseignants. Et donc, moi, la première question que j'aurais envie de vous adresser à tous les deux, c'est comment ces outils transforment-ils le rapport au savoir des étudiants? Est-ce que déjà ils le transforment? Et qu'est-ce que ça implique dans la maîtrise des compétences essentielles académiques dans l'enseignement supérieur? Alors là, c'est pas du tout une réponse de spécialiste, hein, c'est juste quelques expériences de terrain. Après, cette enquête, il y avait aussi des réponses d'étudiants, oui, ouais, que j'avais trouvé aussi assez intéressantes. Qu'est-ce que ça modifie? Qu'est-ce que je constate que ça modifie? Évidemment, les étudiants l'utilisent tout le temps. La plupart des étudiants l'utilisent tout le temps. Alors, par exemple, en TD, j'ai un sujet un peu progressif. Je pose une première question sur... c'est l'apprentissage de ce que c'est que des données semi-structurées et un schéma. Voilà, mes questions sont progressives et je passe, je discute et je les vois, ils ont déjà la réponse à la dernière question. Parce que, en fait, je leur ai pas donné la dernière question, mais ils ont posé à ChatGPT ma première question, et du coup, ChatGPT a déroulé tout, direct. Donc, forcément, mon petit scénario pédagogique, il vole en l'air. Ça, c'est juste un exemple. Tout ce qui est rédactionnel, c'est ChatGPT maintenant. Et c'est indétectable en fait, parce que je les entends parler dans les couloirs et j'en ai entendu dire, t'as bien pensé à rajoute des fautes. Voilà, et puis ils peuvent donner le style du langage, ils peuvent tout donner. Donc nous, détecter que c'est eux ou que c'est ChatGPT, c'est pas possible. Savoir si une IA pourrait le détecter, j'en doute aussi. Mais encore une fois, je suis pas spécialiste de ces IA-là. Moi, la question que j'avais repérée, enfin la réponse que j'avais repérée de la part des étudiants dans cette enquête qui m'avait vraiment bien intéressée, c'est que il y avait un grand pourcentage qui disait oui, on l'utilise. Ça, ils s'en cachent pas. Et puis ils veulent bien discuter pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas l'utiliser. Donc ça, c'est bien parce qu'il faut qu'on en discute avec eux. Et la raison principale, à je sais plus 90%, pourquoi ils l'utilisent, c'est pour gagner du temps. Et la vraie question à poser droit derrière, c'est ils gagnent ce temps, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils en font? Donc voilà. C'est très inconfortable pour nous, enseignants, face à eux. Mais peut-être que c'est une petite bonne nouvelle, parce que mettre un enseignant dans l'inconfort, c'est le rendre peut-être plus créatif. Voilà. Après, je pense que pour les évaluations, au moins, il faut qu'on prenne des décisions d'interdiction, clairement. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est un peu le rapport au résultat, à l'objectif de ce que c'est que l'apprentissage. Et en gros, tout à l'heure, on parlait de la calculatrice d'Internet, de ces grandes étapes-là. Savoir est-ce que l'IA, c'est exactement du même ordre, je suis pas sûr, mais ça pose les mêmes questions. Et en gros, moi, ce qui me marque, c'est que l'IA pose pas tant de nouvelles questions, mais elle pose d'anciennes questions à l'éducation, qui sont les mêmes, sauf qu'elle les pose plus fortement, et qu'on commence à arriver un peu à bout d'argumentaires ou d'excuses. Et en fait, c'est vraiment lié à la relation aussi entre l'étudiant, l'apprenant et l'enseignant. En gros, cette espèce de contrat social qui se délite depuis un petit moment déjà, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce rapport-là quand on demande à un élève on est en train d'apprendre des choses, mais est-ce que c'est juste trouver le résultat et d'avoir la question finale, ou d'avoir la bonne réponse à l'exercice, ou même qu'est-ce que je fais là, à l'université ou à l'école, à
à apprendre des choses. Et on le voit aussi dans le second degré, c'est vraiment difficile pour les enseignants de justifier voilà, pourquoi on est en train d'apprendre ce qu'une machine peut faire en quelques secondes. Et maintenant, les réponses sont plus larges aussi. C'est pas juste de faire du calcul, ça peut être effectivement de la production écrite, tout ce qui est lié au langage, donc quand même pas mal de champs de l'intelligence, même si les IA elles sont spécialisées et ChatGPT ne fait que produire des mots, bah, ça couvre pas mal de choses qui sont liées à notre intelligence, et c'est ça qui est un peu frustrant pour nous aussi, de nous dire, bon, bah, si, c'est que ça, du coup, l'intelligence humaine, c'est juste bien parler et mettre les bons mots les uns à la suite des autres. Mais on a fait un projet européen avec 5 pays, où l'objectif, c'est de produire des contenus à destination des enseignants, second degré, sur l'usage de l'IA en classe. Donc on a produit un MOOC, on a produit un manuel ouvert qui fait 200 pages sur l'usage de l'IA en classe. Et la conclusion de ce projet-là, au bout de 3 ans, c'était que la plus grosse difficulté qu'on a eue, c'était pas, en gros, que l'IA c'était pas un problème technologique, c'était un problème pédagogique et didactique. À chaque fois, on revenait à ça. C'était la confrontation et l'opposition qu'il y avait dans la définition de l'éducation. Et aujourd'hui, un autre problème, c'est qu'on a des champs d'expérimentation séparés. On a les enseignants qui pratiquent un peu de leur côté, les élèves qui pratiquent un peu de leur côté, et il n'y a pas d'espace de rencontre. Il n'y a pas de formation développée. Donc il y a plein de raisons à ça. Il y a la résistance au changement, il y a le fait qu'il faut se former, que les enseignants ont tendance aussi à se dire « il faut que je maîtrise avant de pouvoir aborder ce sujet-là ». Les autres raisons, c'est qu'il n'y a pas d'outils adaptés, c'est-à-dire un outil souverain qui serait respectueux des données personnelles des élèves, qui serait conforme à un usage en classe, à l'école. Donc sur le supérieur, c'est un petit peu plus ouvert. Dans le second degré, c'est quasiment impossible, même pour des raisons d'âge et d'accès à ces outils-là. Et c'est le problème. Du coup, chacun teste de son côté, dans son coin, et on n'arrive pas à s'entendre sur est-ce qu'on peut pratiquer ensemble et qu'est-ce que ça change, c'est quoi l'impact réel sur le contrat social qu'on a, nous, d'être là ensemble et d'apprendre des choses et d'échanger de l'information. Et peut-être que le dernier, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est peut-être un peu différent aussi que la calculatrice ou juste Internet, c'est que tout ça, dans l'histoire des outils, c'est de l'accès au savoir. En gros, avant, pour avoir accès au savoir, il fallait voir la personne qui sait, il fallait peut-être faire 300 km à cheval pour aller voir la personne qui sait au bon endroit. Ensuite, on a eu des livres. Ensuite, ces livres, ils ont été démocratisés. De l'accès à l'imprimerie, de l'accès à Internet. Mais tout ça, c'est juste du savoir. On a juste une connaissance. Et si j'arrive pas à la décortiquer, si j'arrive pas à l'adapter à mon niveau de compréhension, de connaissance de base, je peux pas en faire grand-chose. Et c'est pour ça qu'on a besoin des enseignants. Il n'y a pas si longtemps, on a fait une intervention à l'Assemblée nationale et on a un député, dont je ne dirai pas le nom, qui nous a posé une question. Et sa question était « Ne pensez-vous pas que l'intelligence artificielle va déposséder l'enseignant de son rôle de dépositaire du savoir ?» Donc là, on s'est dit, il y a quelques problèmes, parce qu'il y a quelques générations de retard dans la définition de ce que c'est que éduquer et enseigner. Et en fait, c'est ça que ça traduit, quoi. C'est ce rapport-là où le rôle d'un enseignant, c'est pas juste d'être une bibliothèque à savoir, c'est justement de le donner, de le transiter, d'adapter ce savoir, d'être un relais ou un média. Et c'est un peu sur ce champ-là que les IA génératives, notamment, sont en train de gagner un peu de terrain. Pareil que sur le champ aussi de la production artistique, de la créativité. C'est transformer justement une information et la rendre éventuellement accessible, changer facilement de langue, changer facilement de niveau de langage, changer facilement de niveau de difficulté, s'adapter à ce que je veux, comprendre une requête, ou en tout cas produire un résultat qui me fait croire que ça comprend ce que je veux. Et du coup, on a quand même une petite incidence où on a ça vient un peu sur le terrain de l'enseignant. Et pas pour prendre sa place, mais effectivement, ça doit être un outil du coup qui doit être compris comme ça. Pas juste un accès avec plein de choses auxquelles j'ai accès, mais un outil pour transformer du savoir et le rendre plus accessible. Et on a parlé un peu de l'accessibilité justement ce matin, et ça fait pas mal de choses, ça permet pas mal de choses dans ce champ-là. Oui, donc ce que tu disais, la calculette, etc. Si vous le permettez, je vais vous lire un petit extrait d'un article que je lis et relis, qui me parle beaucoup. Et le titre, c'est « Pourquoi et comment démanteler le numérique ?» Et donc ce phénomène, dans cet article, ils expliquent que c'est largement documenté et anticipé depuis les années 70, particulièrement par les travaux technocritiques d'Ellul et d'Illich. Une première bascule donne accès à une technologie nouvelle
qui étend le pouvoir d'agir de l'utilisateur, qui conserve le contrôle de son outil, avant une deuxième bascule qu'ils ont appelée surprogrammation technique, où là, la maîtrise de l'outil sort des mains de l'utilisateur et crée une relation de dépendance à l'outil. Donc, passé ce seuil, la technologie a tendance à transformer non seulement l'individu dans sa relation de dépendance, mais l'ensemble de la société, rendant ainsi l'outil obligatoire et souvent sans alternative possible. C'est ce que nous a dit Thierry tout à l'heure. Et là, Illich parle de monopole radical. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'intelligence artificielle dont on parle là aujourd'hui. Et pour ça, peut-être aussi rebondir sur les précautions qu'en tant qu'enseignant, sachant, entre guillemets, il faut absolument qu'on prenne en permanence quand on parle de ces outils-là. Ce sont des outils, enfin, Thierry l'a déjà bien expliqué, mais là je vais vous citer les mots d'un auteur d'une revue informatique assez connue et assez grand public, enfin grand public d'informaticiens, qui dit que ce que ça fait, c'est, étant donné les distributions statistiques des mots, ou même des morceaux de mots, des tokens, peu importe, dans un immense corpus de texte en langage humain, ça va vous dire quels mots sont les plus susceptibles de suivre la séquence de mots déjà connue. Et puis l'étape dont a parlé Thierry aussi, qui les adapte, c'est toujours pareil, c'est étant donné les distributions statistiques des mots dans un immense corpus de texte en langage humain, quels mots, et là on rajoute juste ça, que les utilisateurs et les annotateurs payés dans les pays sous-développés, comme l'a dit Thierry, approuvent le plus, sont les plus susceptibles de suivre la séquence de mots déjà connue. Donc ça n'est que ça. Et donc en parler comme si c'était une machine, c'est vraiment tromper les gens à qui on parle. Ça n'est que ça. Alors évidemment, on peut se laisser enthousiasmer par le fait que, comme Thierry l'a expliqué, la machine crée un modèle. Typiquement, quand on a un problème à résoudre, on le modélise, nous, dans notre tête. On crée tout le temps des modèles. Après, on crée un modèle de la solution, on va la coder. Quand on est informaticien, on va faire autre chose quand on est scientifique dans un autre domaine. Mais on travaille sur des modèles. Et là, ce qui est différent avec cette IA-là, c'est que le modèle, il est créé automatiquement par le programme. L'humain a créé le programme qui crée le modèle. Et du coup, le modèle n'est... Enfin, nous, quand on code, et c'est d'ailleurs tout un pan des métiers en informatique, c'est de rendre intelligible ce qu'on a codé. C'est de le documenter, de le tester, de tout ça, et voilà. Et là, on a un modèle et on n'a rien du tout qui nous rend intelligible ce modèle-là. Ce qui nous est intelligible, c'est le programme qui a permis à la machine de créer le modèle. À partir de là, bon, il y a aussi des recherches sur le rendre explicable, du coup. Mais on n'a pas le décodeur direct de ces modèles-là. Bon, du coup, on peut rêver, comme l'a dit Thierry, que en faisant de plus en plus gros, on arrivera à quelque chose qui nous surprendra de plus en plus, parce que ça nous surprend déjà beaucoup, ce que ça fait. Alors, faire des choses de plus en plus grosses, Thierry vous a montré déjà la taille actuelle. Pour faire des choses comme ça, il faut 4, 10, 20 milliards de dollars. Donc, on peut continuer, mais voilà, juste pour imiter ce qu'un humain qui dégage presque pas de CO2 fait, c'est bon. Voilà. Donc, gardez en mémoire que ce sont quand même des machines avec qui on interagit.
Ça, c'est vachement important. Et puis, du coup, garder en mémoire que, en général, quand on interagit avec une personne humaine, et surtout quand on est un enseignant qui interagit avec un étudiant, on a une intention dans l'interaction. Cette machine-là, elle a zéro intention quand elle interagit avec vous. Et il faut toujours en rester conscient. Il n'y a pas de partage d'une intention commune. Il n'y a pas de partage d'une représentation du monde commune. Cette machine-là n'a aucune représentation du monde. Voilà, il n'y a évidemment pas d'intention de transmission d'une connaissance. En fait, il n'y a pas d'intention du tout. Et comme le disait Thierry aussi, c'est pas une base de données, c'est pas une base de connaissances. Donc il y a pas de manipulation sémantique, il n'y a pas de manipulation de ce qui est vrai ou faux. Dans l'IA classique, c'est ce qu'on manipule, c'est ce qui est vrai ou faux. Donc là, on peut l'injecter avec dans la phase d'adaptation. On peut travailler là-dessus. Mais de base, non, il n'y a pas tout ça. Voilà. Très bien, merci. Et du coup, rebondir un petit peu sur ce qui a été évoqué. Et là, il y a un certain nombre d'enjeux, à la fois techniques, éthiques, philosophiques, mais il y a aussi une pratique des étudiants, en fait, qui les utilisent de fait. Du coup, vous l'avez bien dit tout à l'heure, d'ailleurs, dans la pratique pédagogique concrète de la salle de cours, c'est-à-dire qu'ils nous posent un certain nombre de questions, de problèmes. Et du coup, Bastien, en fait, comment on peut aussi aborder cette discussion avec les étudiants, alors aussi peut-être avec les élèves, parce que tu as aussi beaucoup travaillé avec le secondaire, mais comment en fait tu en parles avec les enseignants, comment tu en parles avec les étudiants, comment on les sensibilise à ces questions du rapport au savoir, du rapport à l'outil, de ce que l'outil fait et de ce qu'il ne fait pas. Déjà, ça passe quand même par la pratique. Pareil que pour les enseignants, en fait, c'est une des meilleures. Ils peuvent évaluer quand même ce que ça produit, et du coup, on va distinguer justement ses capacités et ses limites. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent définir les règles d'usage et par rapport justement au manque de ces machines-là. Donc il y a plein de manières de démontrer un petit peu ça, mais voilà, ça reste la première idée qu'on va faire passer, c'est que c'est un outil, et qu'un outil, ça nécessite une méthodologie, ça nécessite un apprentissage. Donc au début, on gagne pas de temps, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est l'IA fait gagner du temps. Si on veut bien l'utiliser, non. Dans un premier temps, va falloir se former, va falloir y mettre un peu de travail pour réussir à en tirer quelque chose de pertinent. Et puis après, c'est des choix. Donc par exemple, dans le supérieur, tout à l'heure, on parlait des sources, ça reste quelque chose d'important. Paradoxalement, on peut se dire, l'IA me répond et c'est une espèce d'oracle et les sources n'ont plus aucune incidence. En réalité, il y a des modèles qui permettent de faire ça et c'est plutôt ceux qui sont intéressants à la fois pour la recherche et pour la production étudiante. Donc il y avait une question à ce sujet-là tout à l'heure, ça fait partie de l'atelier que je montrerai cet après-midi, mais des technos qui sont intéressantes pour ça. Donc on appelle les RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Donc l'idée, c'est de soumettre des documents, donc un document ou un ensemble documentaire, et de poser, en tout cas de soumettre l'intelligence du modèle à cette source particulière. Donc au lieu de me répondre avec l'intelligence générale et de me donner des réponses issues de l'intelligence générale du modèle, il va me répondre en extrayant des informations qui sont issues du document. Donc en recherche, ça permet de faire plein de trucs, par exemple faire de l'extraction de bibliographie sur 100 documents, de pouvoir interroger ces documents sur un sujet particulier, et à chaque fois d'avoir des sources, d'avoir des citations, et de pouvoir, on va dire, explorer plus facilement les documents que je vais soumettre. Donc ça, des choses qu'on a envie de montrer, que voilà, c'est pas juste un oracle à qui on pose des questions. Il y a une manière déjà de poser ces questions. La logique du prompt est très particulière, à la fois pour le faire bien fonctionner, éventuellement même pour le manipuler. Des fois, on va avoir besoin de ça. On a parlé tout à l'heure du pré-prompt, voilà, de cette espèce de gros ensemble de règles éthiques, morales, qui protègent l'utilisateur, etc. Donc ça, on n'y a pas trop accès, mais il y a des moyens de le contourner ou de détourner, et des fois, on en a besoin. Il n'y a pas longtemps, on a fait une expérimentation avec une enseignante de philosophie et on voulait discuter avec les élèves de la question du suicide et de Camus dans le mythe de Sisyphe. Si vous parlez suicide avec un modèle de langage, en général, la conversation s'arrête très rapidement. Il ne va pas vouloir vous répondre et c'est fin de discussion, ou alors il vous répond un peu et si vous avez un problème, n'hésitez pas à aller voir un médecin, blabla, etc.
Donc ça, on peut le faire sauter. Des fois, on en a besoin. On a besoin aussi d'outils qui, voilà, si j'ai des ciseaux et qu'il y a des gros bouts, un bout à bout rond et que ça coupe pas du tout, je peux pas travailler avec. Donc, on a besoin soit de concevoir ses propres outils, soit d'avoir des modèles ouverts, soit d'utiliser des modèles, voilà, qui ont des contraintes, mais qu'on arrive à faire sauter. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi explorer ou expérimenter. Et en fait, après, c'est une question d'âge et de ce qu'on attend des élèves. Moi, mon point de vue, c'est que dans le supérieur, c'est une responsabilité de former à l'utilisation de ces outils-là. Dans le second degré, jusqu'au lycée, c'est sans doute, on peut estimer que les élèves ont, voilà, l'appareil intellectuel pour justement évaluer les solutions qu'ils veulent utiliser. Au collège, c'est là que la question se pose, mais c'est paradoxal, c'est là où ils sont soumis le plus au smartphone, au chatbot type Snapchat, qui est en général le premier auquel ils ont accès, au deepfake, et c'est là aussi où ils font de l'éducation aux médias. Donc finalement, ils sont en plein dedans. Toutes les difficultés aujourd'hui des productions liées aux IA, elles se trouvent à cet âge-là. Et dans le premier degré, sans doute qu'on n'a pas envie de pratiquer ces outils. Par contre, on a besoin des concepts scientifiques pour les comprendre. Et c'est déjà ce qui est au programme scolaire en primaire. Ils voient ce que c'est qu'un algorithme, ils voient ce que c'est qu'une donnée. Techniquement, j'ai tout pour parler d'intelligence, surtout d'intelligence artificielle, et de discuter de l'intelligence animale, de discuter du langage. Et on peut le faire en débranché. Nous, c'est ce qu'on fait. On ne pratique pas avec ces outils. On ne va pas leur mettre dans les mains un outil qui va répondre à toutes leurs questions. Mais on prépare cette réflexion-là pour qu'on puisse ensuite travailler derrière. Et ça, c'est un peu en lien avec voilà, les manques ou les choses que ne font pas une IA et qui sont aussi des bons indices pour ce que nous, on a besoin de travailler, sur ce qui va être pertinent à travailler. Donc nous, on définit ça par les compétences du XXIe siècle, donc il y a plein de manières de les définir, mais en gros, des cas concrets sur une machine, elle n'est pas incarnée, ça traduit des problèmes facilement observables. Donc si je demande à une IA de générer une image voilà, du vélo de 2050, à me faire un truc magnifique, ultra moderne, super stylé, etc. Et éventuellement, si je zoome, je vais voir que sur les pignons, je vais en avoir des triangulaires et d'autres des carrés. C'est quelques pixels, c'est rien du tout. Ça se voit pas à l'œil nu. Mais si je zoome, je vais voir ça. Et il y a une raison à ça, c'est qu'elle, elle sait pas que c'est censé faire tourner une chaîne qui fait tourner des roues, etc. Elle n'a pas fait de vélo, elle sait pas à quoi ça sert, elle la projette pas dans le monde réel. Et des choses comme ça, plus ou moins lisibles, on en a plein. Et ça, c'est une image, c'est observable. Dans le texte, on va avoir exactement la même chose. Donc on a besoin d'injecter du sens, voilà, de l'intention, un outil, il faut qu'il fasse quelque chose. Le marteau, il ne construit pas de maison tout seul. Les IA, elles ne génèrent pas des images de chats toutes seules dans leur coin. Elles n'ont pas de volonté de créer. Donc c'est cette appropriation-là et de parier sur les compétences qui semblent importantes et qui sont opposées à l'automatisation des tâches. Donc en gros, pour nous, c'est la pensée informatique, avoir l'appareil conceptuel qui permet de comprendre ces technos-là et de se faire une idée de comment on les utilise. La résolution de problèmes, qui n'est pas la résolution de tâches. Voilà, faire une tâche, c'est un job de machine. On fait un truc spécifique, elle est programmée pour ça, avec un humain, et voilà, elle est spécialisée pour réaliser cette tâche-là. Résoudre un problème, souvent, c'est plus large. Je vais avoir besoin d'autres choses, je vais avoir besoin d'explorer les conséquences de ce que ça peut produire dans le monde, je vais avoir besoin d'informations complémentaires. Donc, je vais avoir besoin d'aller chercher ces infos-là, donc de collaborer avec d'autres personnes. Pour collaborer avec d'autres personnes, il faut que je maîtrise le langage, donc la communication. Il va falloir que j'exprime une requête, il va falloir que je décrive mon environnement. Ça, c'est ce qui est lié à ces IA, notamment génératives, et on le verra, je pense, avec une de tes questions, qui est très liée aux problématiques du langage. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui pose problème aux élèves. Et puis, je vais avoir besoin aussi de créativité. Donc aussi de détourner ces outils-là, de les utiliser comme moi je le souhaite, voilà, qui suivent mon intention. Et donc, tous ces manques-là, c'est aussi des pistes à explorer pour ce qui nous semble important, ce qui tient, en gros, ce qui résiste à ces technologies-là et qui leur redonne une place vraiment d'outils avec un usage spécifique qui est censé être au service des humains. Des collègues, on en rencontre, qui aujourd'hui se posent des questions, et on disait des questions qu'on peut avoir dans les couloirs entre collègues en disant mais aujourd'hui, est-ce que je suis capable de dire que ce que les étudiants y produisent, c'est produit par eux-mêmes, qu'est-ce que je fais moi de ces exercices que je vais leur demander, et comment je m'assure que finalement l'acquisition des savoirs et des compétences, elles sont réelles, voilà, qu'est-ce que vous leur diriez à ces collègues, et ça
pose aussi une autre question que j'avais notée plus tard, mais que je vous pose en même temps, ce qui est du coup notre institution, l'institution universitaire. Qu'est-ce qu'elle a à dire là-dedans? Qu'est-ce qu'elle doit proposer comme accompagnement de ses enseignants, voilà, pour répondre à ces questions qui sont déjà là, déjà concrètes. Voilà, donc voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire à ces enseignants qui se posent ces questions-là? Sur la question de la détection, parce que c'est vraiment important, c'est la question qui vient en premier, parce que le problème majeur, c'est l'évaluation, et donc la détection potentielle des contenus gênés par IA. La réponse courte, c'est on ne peut pas. En tout cas, c'est pas viable en éducation. Donc ça, je peux le démontrer, c'est que ce matin, on vous a montré un petit peu comment fonctionne la génération, par exemple, de texte. L'idée, c'est je vais sortir des mots qui sont cohérents à la suite du prompt de l'utilisateur. Un peu plus compliqué, c'est ces fameux tokens, c'est que c'est pas forcément des mots, mais ça peut être des groupes de lettres, ça peut être même une lettre toute seule, mais en gros, on pose des trucs qui vont bien à la suite du prompt de l'utilisateur. Ce que fait un détecteur, c'est qu'il va prendre votre texte, donc déjà il a besoin d'un sample assez grand, et il va regarder comment sont distribués ces mots. Et il va se dire, est-ce que la distribution mathématique de ces mots correspond à celle d'un modèle que je connais? C'est ça qu'il fait. C'est pour ça que c'est toujours des statistiques. Il va vous dire, je suis à peu près sûr que c'est une IA, c'est probablement un humain, c'est probablement, etc. Des fois, c'est des pourcentages. Mais c'est jamais oui ou non. Parce que même ceux qui ont construit ce modèle-là ne connaissent pas toutes les règles de distribution de ces mots. Donc OpenAI, qui avait fait un détecteur au début, il ne dépassait pas les 80%. Ils l'ont retiré du marché parce qu'ils estimaient que ce n'était pas utile. Donc, puisque ce calcul est trop complexe et non prédictible à 100%, je ne peux pas être sûr à 100% qu'un contenu est généré par une IA ou pas, en tout cas pour les générateurs de texte. Et donc, du point de vue de l'éducation, ça devient, ça n'est plus d'aucune utilité. On ne peut pas dire à un élève, je suis à 70% sûr que tu es triché. Donc les détecteurs ne peuvent pas fonctionner sur ces contenus-là. On peut faire de la détection de plagiat parce que c'est est-ce que le texte A existe dans un autre contenu? Ça, c'est facile. Mais un texte, est-ce qu'il est généré par une IA? Ça, on ne peut pas le faire. Si vous êtes... les enseignants, après, vont dire, mais moi, je reconnais du ChatGPT, j'en ai lu plein, je commence à avoir l'habitude. Donc il y a deux facteurs. Un, on peut connaître ça. Et deux, on peut connaître l'élève et comment il écrit d'habitude. Ça peut être un indice suffisant. Mais pareil, on ne peut pas le prouver. Le risque étant surtout de punir les élèves qui utilisent de l'IA mal. Parce qu'il y a plein de manières de contourner ça. Ceux qui l'utilisent bien, c'est intraçable. Même pour moi, je ne pourrais pas le dire parce que donc il y a plein de manières de faire chuter ces scores-là. Hein. La version qui demande du travail, c'est de changer des mots, 2-3 mots dans le texte, et forcément, on va casser la distribution mathématique du texte. L'autre, c'est d'utiliser des outils qui sont faits pour ça, qui s'appellent des humanizers. Donc les humanizers, on prend des mots au hasard, on change sans trop changer le sens de la phrase, et du coup, le score tombe à quasiment 0. Donc c'est la même chose qu'en musique, on aime bien l'imperfection. En musique, si vous enregistrez, tout est dans les temps et suit ça très bien, et ça peut être un petit peu redondant. Donc les humanizers en musique, c'est on va juste bouger les temps d'une milliseconde avant, une milliseconde après. Donc nous, on écoute ça, on dit « Ah, c'est vachement mieux ». La réalité, c'est que c'est objectivement moins bien. Mais voilà, c'est... Et donc, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez des détecteurs de ChatGPT ou d'IA générative. Si vous les testez un peu, vous verrez que c'est vraiment pas fiable. Et surtout, si vous cherchez plus, vous verrez qu'il y a des outils dédiés aux élèves pour contourner ces solutions-là, intégrées. Donc, on met le texte et on va avoir une modification. Et c'est lié au niveau de texte, voilà ce que tu disais, effectivement, j'ai mon texte écrit comme si j'avais 15 ans, écrit comme si j'étais un élève du second degré, rajoute-moi des fautes d'orthographe, donc on peut même donner des samples de texte, ça c'est ma dernière disserte, réécris-moi ça dans mon style à moi, donc c'est vraiment avec un peu de méthodologie dans le prompt, c'est intraçable. Donc l'idée c'est plutôt, encore une fois, on ne peut pas juste juger le résultat final. Et c'est ça le problème. Donc je prends un exemple concret, à Nantes, on a l'école de design et de graphisme. Eux, leur devoir à la fin, c'est un book avec un proof of concept, en fait, avec des images générées et une argumentation sur ce concept qu'ils essayent de défendre. En gros, le book même est designé pour faire tout ce qu'une IA générative ou des IA génératives font parfaitement. Mais sauf qu'on sait ce qu'on leur demande aussi professionnellement. Donc on ne peut pas juste dire ça n'a plus de valeur. Donc ils ont gardé ce support-là, et ils ont dit, bon ok, ça, la note vaut 0. Par contre, vous passez 1h30 à l'oral pour défendre votre dossier. Donc c'est juste qu'on déplace les choses, et en philo, on va retrouver la même chose. L'enseignante avec qui j'ai travaillé, la dissertation, c'est pareil, elle relisait du ChatGPT, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, elle a noté le brouillon à 100%,
au début d'année, et au fur et à mesure, la note se déplaçait sur la disserte. Un brouillon, c'est dur à faire. On peut le faire avec une IA générative, mais ça demande autant de temps que de le faire en vrai. Donc même si on est très feignant, à un moment donné, voilà, il y a un principe de rationalité qui s'opère même parmi les élèves. Et donc, on pose voilà, la pensée, parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas la disserte à la fin, c'est la réflexion, d'avoir compris la question, d'avoir posé ces éléments-là. Et du coup, elle a complètement, pareil, basculé. Donc, elle fait la même chose, mais elle a basculé les notes, le travail et sans doute la manière dont elle intégrait les choses. Par exemple, elle ne démarre plus par la méthodologie. C'est d'abord, on va se poser des questions de philo et y trouver du sens, parce que normalement, ça parle à n'importe quel individu. Ensuite, on vous laisse écrire, et il n'y a pas de règle. Ensuite, on intègre la méthodologie, et ensuite, on vous note le brouillon, on vous note le plan, et à la fin de l'année, on vous notera la disserte, parce que c'est ce qu'on vous demande au bac, parce que ça n'a pas changé, c'est toujours ce qui évalue, effectivement, ce qui évalue au bac. Vous voulez réagir là-dessus ? Sur, je disais, à la fois le rôle de l'institution universitaire dans son accompagnement, sa régulation, son cadrage, et puis aussi concrètement dans les pratiques d'enseignement et ce que vous constatez déjà avec vos étudiants, qu'est-ce qu'on leur dit, de quoi on leur parle par rapport à ça ? Alors sur le cadrage, pour moi, ça relève d'une démarche effectivement de contrat entre êtres humains et d'une démarche presque, enfin oui, d'éthique. Et du coup, évidemment que je ne vais pas asséner une réponse comme ça, parce que l'éthique, c'est pas ça. L'éthique, c'est de converger collectivement dans une réflexion commune vers quelque chose. Donc ça doit être une réflexion commune des universitaires enseignants, et puis une certaine manière de réussir à mettre en place une réflexion commune, nous enseignants, avec notre promotion en face de nous, sur comment on va faire, parce qu'effectivement, quand on leur demande pourquoi est-ce qu'on est là ensemble maintenant, en général, ils vous répondent moi, je suis là pour valider cette matière, parce que je veux valider mon année, parce que j'ai besoin de mon diplôme. Et puis, petit à petit, il y en a quand même un ou une qui finit par dire je suis un petit peu là pour apprendre quelque chose aussi. Et donc, donc à partir de là, si le reste devient d'accord aussi, ils vont utiliser probablement l'intelligence artificielle différemment. Mais voilà, j'ai pas de... Une question un phénomène que je trouve intéressant, c'est quelle autre technologie qui impacte l'éducation pour laquelle on parle d'éthique ? Est-ce qu'on parle d'éthique pour la VR ? Est-ce qu'on parle pour quelle autre technologie qui est utilisée en éducation ? Pardon, réalité virtuelle, par exemple, mais parce que c'est un des autres buzzwords des technos qui étaient censés transformer l'éducation aussi dans le rapport à l'apprentissage, dans la projection dans les environnements virtuels, etc. On ne parlait pas vraiment d'éthique pour la réalité augmentée. Et souvent, c'est une espèce de déplacement. C'est qu'il y a des questions, effectivement, de est-ce qu'on doit pratiquer, ce que ça change, mais pour moi, ce n'est pas vraiment du côté de l'utilisateur. Les questions, en fait, qui sont soulevées, c'est une technologie, effectivement, qui a un impact environnemental important. C'est une technologie qui pose des questions dans le traitement des données d'apprentissage et notamment de pillage du savoir humain et de données protégées par le droit d'auteur et qui est complètement opaque. Les données d'apprentissage, encore une fois, on a à peu près l'idée des volumes, on a à peu près des documents de référence parce qu'ils sont utilisés dans l'apprentissage de plein de modèles, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Même si vous prenez des modèles dits ouverts, comme Mistral, dont vous avez peut-être entendu parler, un modèle français qu'on présente souvent comme ouvert. Les données d'apprentissage, elles ne sont pas ouvertes. On ne sait pas ce qu'ils ont utilisé. Donc il y a une partie qui a été publiée et le reste, c'est opaque. On n'est même pas sûr qu'on puisse entraîner un modèle de cette qualité-là si on ne pille pas Internet ou si on a un contrôle total des données qui vont être utilisées pour l'entraîner. Et ces questions-là, en fait, elles ne sont pas de notre côté. À un moment donné, c'est aussi aux entreprises qui mettent à disposition ces technologies-là de pouvoir répondre à ces questions. Ce que ça change du point de vue de l'éducation, c'est pareil, c'est peut-être pas à l'élève, peut-être même pas aux enseignants, c'est des questions qui sont liées au programme, c'est des questions qui sont liées à la manière dont on définit l'éducation, et encore une fois, les questions posées, elles sont pas nouvelles, c'est pas l'éducation telle qu'on l'a définie dans les 10 dernières années,
c'est quasiment 50 ou 100 ans qu'on parle aussi de ces fameuses compétences du XXIe siècle, de l'éducation populaire, de la différence qu'il y a dans l'apprentissage, de la logique projet. Enfin, tout ça, on le sait, c'est des choses qu'on dit, ah oui, c'est important, mais on fera ça quand on a le temps. La réalité, c'est que c'est ça qui est directement touché ou visé par cette transformation des compétences. Et ça, c'est pareil, c'est pas une question du côté de l'utilisateur, à mon sens. Donc, cette question éthique, elle cristallise une technologie qui vient problématiser toute une situation et appuyer là où ça fait mal. Mais c'est, à mon sens, pas forcément que aux utilisateurs de se dire est-ce que je dois ou je dois pas. Déjà, donnons des outils fonctionnels et respectueux et redéfinissons ensemble un cadre qui permette de les utiliser ou d'enseigner correctement. Pour poursuivre, et Béatrice, peut-être ce sera dans la foulée, mais j'avais aussi parce qu'on a beaucoup parlé des IA génératives, mais il y a des choses qui arrivent beaucoup aussi avec les Learning Analytics, par exemple, sur le profiler des profils, enfin faire un profilage des étudiants, par exemple. Thierry l'a évoqué tout à l'heure, pour dire on va essayer de repérer en amont les étudiants qui pourraient présenter des difficultés et donc leur proposer des parcours spécifiques de soutien, d'aide, etc., qui va venir aussi interroger les collectifs de formation, c'est-à-dire que ces étudiants, ils auront du soutien spécifique, déjà qu'au lycée, avec des parcours, on a déstructuré des collectifs de formation avec les options à droite, à gauche, etc., des étudiants qui sont un peu dispersés. Donc il y a aussi cette question du profilage des étudiants, et je me dis aussi, notre communauté universitaire, est-ce qu'elle a une responsabilité aussi en disant, à un moment donné, on accepte ça, on l'intègre par exemple à nos plateformes comme Selene, enfin comme Moodle, Selene, ou pas, collectivement, qu'est-ce qu'on décide par rapport à ça ? Collectivement, je vais vous dire collectivement ce qu'on va décider. Non, je dis pas ça, je dis peut-être, enfin en tout cas ce qu'on peut constater, nous, c'est que les espaces, pour l'instant, pour le décider collectivement, il n'existe pas. Oui, tout à fait. Donc, il y a urgence à les créer. Et sinon, mais on va l'aborder après. Mais une bonne idée pour l'institution, c'est toutes les personnes là, qui cet après-midi vont se former parce qu'elles pensent qu'elles enseigneront mieux avec les outils que Bastien va leur dévoiler. Je pense que l'institution, elle pourrait leur dire vous utilisez pas ça tant que vous n'avez pas fait une fresque du numérique, une fresque du climat. Et puis après, c'est en toute conscience que vous décidez. Parce que là, on est quand même beaucoup en train de parler d'un petit joujou qui... Enfin, on va en parler après. Oui. Hein Peut-être justement sur la question, juste revenir, parce qu'on a évoqué ChatGPT, enfin les IA génératives, mais rapidement aussi sur la question en fait de profiler et faire des profils d'étudiants pour finalement individualiser des parcours de formation en espérant répondre plus aux besoins de tel ou tel. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais dire aussi là-dessus ? L'IA en éducation, c'est pas nouveau. C'est ça aussi qu'il faut se rappeler. On se rappelle de l'historique et de la grande frise. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative. C'est cette démocratisation de l'IA générative qui a soulevé beaucoup de questions et qui fait que que c'est redevenu un sujet dont on parle beaucoup. Mais il y avait déjà de l'IA en éducation qui était plutôt, effectivement, dans le champ de l'adaptative learning, avec pour objectif, en gros, de faire de l'apprentissage adaptatif, c'est-à-dire on va récolter des données sur l'apprenant et on va lui donner des contenus qui correspondent à son niveau. Un outil grand public qui fait ça, c'est Duolingo. Si vous avez testé, j'apprends une langue, je fais un test, je veux apprendre à parler espagnol, il me met un niveau, et ensuite tous les contenus qui me seront donnés, exercices, podcasts, vidéos et compagnie, vont être adaptés à ce niveau. Si c'est trop facile pour moi, il va augmenter le niveau. Si c'est trop compliqué pour moi, il va baisser le niveau. L'avantage de ça, c'est que j'ai pas besoin d'avoir toutes les données. Si je démarre l'espagnol et qu'en plus j'ai des cours de discussion ou que je prends des cours particuliers, je vais progresser plus vite qu'un élève lambda, mais c'est pas grave, la courbe va être adaptée et j'aurai toujours des contenus qui sont censés correspondre à mon niveau. Donc c'était de la mise en relation entre on récolte des données et on va choisir la bonne ressource qui correspond à ce niveau-là.
Mais là, il n'y a rien qu'à inventer. En fait, ça, on est toujours du domaine de l'explicabilité. Je peux revenir en disant pourquoi j'ai cette ressource. Avec votre niveau, les résultats de vos anciens tests, le temps que vous avez mis éventuellement à faire cet exercice, le nombre d'erreurs, etc. Ou là, on a vu que c'était trop facile, vous êtes ennuyé, vous avez arrêté l'exercice en cours de route. Enfin, là, il pourrait y avoir plein de paramètres, de facteurs qui sont des parties de la réponse de pourquoi j'ai ce nouveau exercice. L'autre chose qui est là-dedans, c'est que c'est maîtrisable. On peut dire que ces exercices, c'est une grande base de données qui ont été évaluées par des professionnels et qui ont évalué un niveau à chaque exercice, et on va juste les mettre en relation en fonction de la courbe de l'apprenant. C'est différent que de générer des nouveaux contenus. Là, pour l'instant, il y a quelques EdTech qui s'intéressent à ce sujet-là, mais du coup, on perd l'explicabilité. Parce que c'est pas clair, en fait. Si je demande, si vous avez testé un petit peu, d'obtenir exactement un niveau de difficulté de ChatGPT, c'est pas évident. Il vous faudra vraiment du prompting un peu avancé. Vous pouvez lui dire, je veux un exercice de vocabulaire en anglais de niveau B1. Il sait à peu près ce que c'est, mais est-ce que c'est adapté exactement? C'est pas sûr. Il va falloir sans doute de l'aller-retour pour répondre ou atteindre exactement ce que vous souhaitez. Donc, on n'a pas forcément envie d'être sur des systèmes où effectivement, au lieu de choisir dans une liste définie, on va générer un contenu spécifiquement pour l'individu. D'un autre côté, pour l'apprenant, c'est super, parce que c'est ça qui change. Une des nouvelles compétences, une des choses qui n'existait pas avant, c'est la navigation dans le niveau de langage, et donc de difficulté. C'est pas un traducteur. Un traducteur, ça traduit, et j'ai ma phrase en entrée, ma phrase en sortie, c'est parfaitement traduit. Effectivement, j'ai rien appris, mais le résultat est là. Il y avait déjà des méthodes par les élèves qui connaissaient. Si je fais directement du Google Trad, la prof va le voir parce que, du coup, en copier-coller, là, on peut faire de la détection de plagiat. Donc, on fait une petite dérivation à faire un petit coup de lituanien entre les deux ou un petit coup d'allemand, et ensuite, on repasse en français. Comme ça, c'est indétectable sur le copier-coller. Mais là, on est sur une navigation de langage, donc on peut effectivement écrire en fonction pour un certain âge. Je peux le transformer en anglais du XVIe siècle. Je peux écrire comme Sherlock Holmes si j'ai envie. Et ça redevient de la pâte à modeler. Donc on peut discuter pour obtenir effectivement du texte le bon niveau de compréhension qu'on peut en avoir ou en vouloir. Et ça fait partie des choses intéressantes, notamment dans l'apprentissage des langues, ou la compréhension des concepts. Moi, c'est des choses que j'ai fait avec des collégiens. On prend un concept scientifique, genre la vitesse, et on demande à tous les élèves de faire une demande. Donc, je ne donne pas la question. Je dis demandez à ChatGPT de vous expliquer ce que c'est que la vitesse. Donc, je vais avoir 30 questions différentes, 30 réponses différentes. Même si j'avais mis le même prompt, j'aurais eu quand même 30 réponses différentes. Et ensuite, je leur donnais des modificateurs. Donc, explique ça, mais comme un dialogue platonicien. Explique ça dans un cas de la vie de tous les jours. Explique ça comme, en me faisant un haïku. Explique ça comme, voilà. Donc, il y a plein de manières. On peut faire une grande liste de ces variations dans l'explication. Ils généraient cet exercice-là. Ensuite, on a tout imprimé. On a remis ça sur une grande table. Et chacun repassait pour aller choisir la définition qui lui parlait le plus. Et l'exercice se basait sur, maintenant, vous passez à l'oral, vous donnez vous avez fait votre choix, vous expliquez pourquoi vous avez choisi ça, est-ce que vous avez compris et pourquoi vous avez mieux compris avec ça. Donc on a le même objectif à la fin, c'est normalement ils ont compris un peu plus ce que c'est que la vitesse, on a fait le même boulot, mais on a fait un grand détour pour arriver là, et on n'a pas effectivement évalué la même chose. Là c'est plutôt le choix de l'information et le rapport à l'information qu'ils ont pu choisir ou produire eux-mêmes. Il nous reste, on a déjà dépassé un petit peu de temps, mais je voudrais quand même revenir sur une question en fait qu'on s'était aussi posée ensemble, c'est qu'on sait aussi aujourd'hui que ces outils ils posent un certain nombre de problèmes en termes d'inégalité, inégalité d'accès, inégalité d'usage, des biais aussi algorithmiques, et puis on l'a évoqué, des questions qui sont liées aussi aux impacts environnementaux. Et donc, j'aimerais aussi qu'on puisse revenir là-dessus pour avoir une vision complète des enjeux que ça pose aussi en matière pédagogique et d'éducation sur ces inégalités. Béatrice, peut-être Une petite présentation que je fais tourner autant que possible sur l'histoire des femmes en informatique. Et de fait, dans notre société, c'est deux concepts assez dissociés. Et c'est vraiment très intéressant à étudier parce que c'est quelque chose qui s'est passé en 20-30 ans, maximum 30 ans, un basculement, puisque au démarrage de l'informatique, il y avait des femmes.
Il y avait évidemment, on pense toujours à Alan Turing, et d'ailleurs j'ai quelque chose à dire sur Alan Turing tout à l'heure. Mais avant lui, 100 ans avant lui, il y avait Ada Lovelace. Et c'est quand même elle qui a fait des programmes, la première, avec des boucles, des conditions, voilà, des programmes, quoi. Et puis après, il y a eu tout un tas d'inventions qui ont été des inventions par des femmes. Je vais pas vous faire la liste. Maintenant, c'est assez bien documenté sur le web. Et puis, à un moment donné, à peu près, enfin, ça a commencé dans les années 70 aux États-Unis et puis en France plus dans les années 80, il y a eu un effacement. Mais vraiment, il y a eu construction de stéréotypes et effacement. Et bon, c'est très bien documenté dans un livre d'Isabelle Collet. Et maintenant, il y a plus de femmes, presque plus de femmes dans l'informatique et dans le développement des IA, tout ça. Donc, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes qui ont été mis très bien en évidence, par exemple, dans un documentaire qui s'appelle Coded Bias, qui raconte l'histoire de... comment s'appelait-elle? Joey... Enfin, une étudiante du MIT qui a voulu faire un travail sur la reconnaissance faciale et qui s'est rendu compte que l'algorithme qui marchait super bien, normalement, ne marchait pas sur elle. Et donc, elle a creusé. Bon, ça marchait pas sur les femmes et pas sur les noirs non plus, d'une manière générale. Voilà. Donc, il y a des biais qui ont été mis en évidence. Il y a des travaux pour les combattre, ces biais. C'est possible. C'est en particulier ce que font les petites mains dans les pays sous-développés. Et à ce sujet-là, en fait, pour faire court, je vais vous conseiller de lire un petit ouvrage qui s'appelle L'IA pas sans elle, L-E-2-L-E-S, qui a été fait par deux scientifiques, des biologistes, en fait, qui travaillaient sur toutes ces inventions qui sont faites en oubliant les femmes. Elles étaient plus sur des médicaments qui sont nocifs pour des femmes parce qu'on a oublié de les tester sur des femmes. On a pris des soldats de l'armée américaine parce que ça allait plus vite. Enfin, voilà. Et quand elles ont découvert l'IA Deep, elles se sont régalées et elles en ont fait un livre avec une jolie petite BD qui va avec, et elles racontent toute cette histoire de biais. Donc, effectivement, dans la fabrication de ces outils, l'outil n'est pas neutre, hein, ça c'est une illusion. Donc, l'outil en lui-même n'est pas neutre et les personnes qui les fabriquent, leur point de vue se reflète dans les outils. Donc, quand ce sont que des hommes blancs occidentaux, jeunes, assez riches, qui fabriquent l'outil, forcément, voilà. Donc l'IA pas sans elle, c'est très instructif. Et après, il y a ce stéréotype qui est bien là, qui est dans toutes nos têtes et qui est là très 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 tôt dans les têtes des enfants des pays occidentaux, parce que il faut juste traverser la Méditerranée et là, les gens pensent plus du tout pareil. Dis donc, ils pensent que les femmes sont capables de coder. Et du coup, nous, par exemple, dans notre formation, en licence et en master sur Blois, on a un taux de féminisation qui est un peu supérieur à la moyenne nationale, même assez supérieur à la moyenne nationale, parce qu'on arrive à recruter avec Campus France. Sauf que là, c'est en train d'être fermé grâce à notre gouvernement. Mais sinon, voilà, on avait des femmes qui sont très bonnes, qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. Je suis en train de diverger. Ce stéréotype, il est important parce que qui s'empare de l'IA? Voilà. Et des études ont été faites, c'est plutôt les garçons, déjà très jeunes. Et plus ça grandit et plus c'est marqué. J'ai pas retrouvé ton enquête. J'ai pas vraiment cherché non plus. C'est de l'Institut Turing, non? Non,
Un article qui traçait les utilisateurs donc, au Royaume-Uni, mais l'intérêt, c'était que c'était de mémoire, c'est l'Association pour les utilisateurs d'Internet. Il faut retraduire ça en anglais et ça donne un sigle. Mais l'intérêt, c'était que ça démarrait assez tôt. Donc, c'était quels sont les premiers usages de l'IA. Donc, ils traçaient ça à partir de 7 ans, avec l'accès au chatbot de Snapchat. Finalement, ChatGPT arrive assez tard, parce qu'il est même considéré plutôt comme un outil entre travail, et voilà, c'est des choses qu'il voit à l'école, donc c'est déjà beaucoup moins marrant. Donc ça revient plus tard. Mais l'écart d'utilisation homme-femme se maintient. Donc il est déjà présent à 7 ans, et il se maintient jusqu'à la fin. Les utilisateurs de ChatGPT, en tout cas ceux qui consultent le site, c'est 70% d'hommes, ce qui est vraiment colossal. Donc clairement, effectivement, l'IA est plus utilisée par des hommes, mais parce que justement, elle fonctionne mieux pour eux. Donc c'est aussi une situation qui se renforce, parce qu'effectivement, quand on n'a pas suffisamment de représentativité dans ceux qui designent les produits, ils fonctionnent moins bien. Donc là, il y a plein d'usages. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui d'Apple avec son application santé, l'Apple Watch. Ils ont mis plusieurs années, donc c'est quand même une application qui est censée suivre la santé, le rythme cardiaque, voilà, avec plein de paramètres. Ils ont mis plusieurs années à intégrer les cycles menstruels. Parce que pour eux, ça n'avait pas un impact fondamental sur la santé. Voilà. Et parce que s'il n'y a pas de femmes dans l'équipe, l'information ne remonte pas, ou alors elle remonte, mais elle est dans une liste, et s'il n'y a pas d'autres femmes dans l'équipe, mais ce truc-là, il faudra peut-être s'y mettre à un moment donné, et ça se décale, et voilà, on perd du temps, effectivement, à l'intégration. Donc la représentation, effectivement, dans les équipes, dans ceux qui participent à construire ces technologies-là. Après, l'autre chose intéressante, c'est que c'est aussi juste une loupe, l'IA. Une loupe des inégalités ou des biais qui existent dans la société. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on observe parce qu'on peut se dire « c'est juste une question de données qui ont mal été équilibrées ou il y a un problème de l'IA qui a mal été entraîné », mais c'est rarement le cas en réalité. Ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on va prendre les données, on va faire un modèle avec, et il va réapprendre les biais qui existent dans la société. Le cas le plus évident, c'est Amazon, qui a fait une IA pour l'aider dans son recrutement d'embauche. Ils ont donné toutes leurs données des 20 dernières années de recrutement. Ils ont entraîné le modèle, et au bout de 6 mois, ils se sont dit, il y a peut-être un problème, parce qu'ils nous conseillent que des hommes blancs de 30 ans. Et l'ingénieur a dit, oui, mais ça fait 20 ans que vous recrutez que des hommes blancs de 30 ans. Donc l'IA, quand elle regarde les données, c'est ce qu'elle retient. C'est ça que vous voulez comme profil. Donc c'est ça que je vous donne comme profil. Et donc là, il n'y a pas un problème de données, il n'y a pas un problème d'algorithme, il y a un problème de réalité. Et ça, là, on peut parler d'éthique. C'est qui pousse le bouton pour rééquilibrer ça? Parce qu'on peut juste dire, oui, non, mais ça, c'est ce qu'on faisait avant, mais là, maintenant, tu vas nous mettre 50% de femmes et tu vas nous mettre aussi des minorités, etc. Mais du coup, ça fait autant pas construire de modèle si c'est pour faire ça. Ça devient une décision qui devrait être assumée. Et c'est pas ça que disent les sociétés. C'est juste, on va faire un modèle équilibré. Et donc, ça donne le cas de Gemini, dont on a parlé ce matin, avec des soldats du Troisième Reich, noirs, très souriants et très contents, façon Google. Et là, c'est juste parce qu'eux ont rajouté des règles qui disent tu nous mets des femmes et des hommes de manière équilibrée et un peu de toutes les minorités. Et dans certains cas, notamment historiques, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et la chose que je voulais dire sur l'accessibilité, c'est donc ces outils-là, ils sont accessibles, mais il y a quand même un coût éventuel. Il y a quand même une barrière de prix dans l'utilisation de ces outils. Pour moi, c'est pas la plus grande inégalité, c'est vraiment la manière dont elle fonctionne, la logique du prompt, c'est d'exprimer une requête et de décrire son environnement. Ça, c'est le truc le plus problématique pour les élèves aujourd'hui. Second degré de manière évidente, et je pense peut-être aussi dans le supérieur. C'est vraiment d'exprimer ça. Si je communique avec la machine, je dois lui exprimer voilà ce que je souhaite, ce que je veux, ce que je cherche. Donc ma fameuse intention, ma fameuse volonté, et que je décrive des choses. Si on ne maîtrise pas le langage, on ne maîtrise pas ces outils. Et c'est vraiment le problème. Les élèves, aujourd'hui, face à ChatGPT, ils se décrivent en insécurité linguistique. En gros, ce qu'on leur demande, c'est il faut avoir un esprit critique parce que l'IA, elle peut se tromper. Oui, d'accord, mais si on me demande d'évaluer donc quelque chose qui parle 10 fois mieux que moi et qui correspond à ce que les élèves projettent dans les attentes de l'enseignant. Donc ils se disent ChatGPT parle comme l'enseignant, c'est ça qu'il attend, et on me demande d'évaluer ça, mais moi, j'ai ni les connaissances factuelles pour débunker une fausse information, et le niveau de langage est trop intimidant. Et la slide que j'utilise moi dans mes présentations pour faire ça, c'est une requête en chinois sur comment plier correctement un parachute. Les élèves sont un peu face à ça. On leur demande, OK, évalue.
Donc ils sont vraiment un peu paniqués face à ça. Et du coup, il faut essayer de faire voilà, des contournements pour rassurer, réussir à faire passer qu'effectivement, l'IA, elle peut se tromper et que tout ça, c'est un peu fake. C'est un peu faux et mimé. Donc, une des manières qu'on a trouvé, c'est qu'on s'est dit, voilà, ces IA-là, elles passent le test de Turing pour nous, parce qu'on a une bonne maîtrise du langage. Donc, le test de Turing, pour rappel, c'est je mets un ordinateur et un humain dans deux pièces différentes, je discute avec eux, est-ce que je suis capable de distinguer qui est l'humain et qui est l'ordinateur ? Avec ChatGPT, nous, on se ferait avoir, sans doute, si on modifie un peu le prompt et qu'il sort un peu de son... La question qu'on a posée, c'est « Ok, mais est-ce que le ChatGPT passe le test de Turing pour ado ?» Et du coup, on a entraîné un modèle à parler ado. On a montré ça à des élèves de lycée et ça a tenu 2 secondes. Vraiment, c'est un vieux qui fait semblant de parler jeune. Ça les a pas convaincus 2 secondes. Déjà, il parle trop, il fait pas de faute, il parle trop bien, les phrases sont trop longues, il y avait juste des mots comme ça mis dedans. Mais ça ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est un projet qu'on va essayer de faire avec plusieurs classes sur une année complète. Mais ça ne tient pas. Et en fait, le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est « Ah oui, donc en fait, il fait semblant... » Mais non, là, il fait semblant de parler jeune. Mais il fait aussi semblant de bien parler tout court. Et c'est ça qu'on veut faire passer comme idée. Voilà. Mais l'insécurité linguistique et vraiment la difficulté par rapport au niveau de langage, c'est ce qui bloque aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler et la maîtrise et l'expression aussi de ses besoins, de ses capacités de discussion et de collaboration et d'esprit critique, parce que c'est ça qui fait défaut aujourd'hui, plus que d'analyser la véracité ou pas d'un fait, parce qu'on a les mêmes difficultés. Si vous regardez éducation aux médias et les images soumises dans la presse, c'est des questions, on se fait avoir aussi, et c'est des questions qu'on se pose régulièrement. Béatrice, vous vouliez peut-être terminer parce que je ne sais pas si vous aviez fini tout à l'heure sur les biais. Et puis après, juste 2 minutes, parce qu'après, j'aimerais qu'on puisse échanger aussi avec ça. Ouais, alors à choisir, plutôt que de reparler des biais, j'ai retrouvé ce que je voulais dire sur Turing. En fait, je voulais parler d'une alternative à mettre des dizaines de milliards de dollars. C'est, je pense, une alternative. C'est un article de Giuseppe Longo, c'est un mathématicien, CNRS, et puis Jean Lassègue, c'est un historien des sciences, qui s'appelle... J'enverrai mes trucs. Hein. J'ai pas fait comme Thierry. Alors, ça s'appelle « Actualité de Turing entre captation d'héritage et ressources pour l'avenir ». Et juste un extrait... on s'aperçoit que la question du mécanique du calcul n'est pas un modèle ontologique universel ultime à appliquer de façon indifférenciée à toute réalité. Il y a là, donc ça c'est le fameux test de Turing dont il est question, il y a là une, d'après ces auteurs, réelle captation d'héritage. Bien au contraire, parce qu'en fait Turing a écrit un 3e article en 1952, qui est très peu analysé, et eux, ils l'ont analysé, bien au contraire, du fait qu'il est une conséquence des limitations internes des systèmes formels, ce que manipulent des ordinateurs. Le calcul est par définition une interface qui ne connaît des phénomènes que ce qui relève de l'ordre formel et discret. C'est la question du rapport entre déterminisme et prédictibilité qui devient alors centrale. Les conséquences de ce rapport sont examinées dans les sciences de la nature comme dans les sciences sociales aujourd'hui, en particulier dans l'usage des données massives. En fait, c'est cette limite entre la réalité et puis le discret. Et le discret, c'est les limites de la mesure. Et peut-être que c'est là la réponse à la question sur la conscience, à la question, on y met encore des milliards et des milliards d'euros, et puis pas que des euros, évidemment, des métaux, de l'eau, de l'énergie, etc., etc. Est-ce qu'on va y arriver ? Peut-être en fait que non. Et peut-être que Turing, il l'a déjà expliqué en 1952. Voilà. Merci. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse échanger maintenant avec vous. Donc, si vous avez des questions à adresser à Béatrice, oui. Oui, merci pour vos discussions et pour vos éclairages. Alors, moi j'avais plutôt une remarque à faire, c'est-à-dire,
On se pose beaucoup la question de l'usage de cette intelligence pour apprendre et pour éduquer, entre guillemets, pour prendre un vieux mot, les étudiants. Mais si on prend le problème à l'envers, c'est l'université et l'éducation est faite pour former de futurs travailleurs, ou réfléchisseurs, c'est comme on veut. Plutôt le deuxième mot d'ailleurs. Et finalement, le gros problème que moi je trouve, c'est que moi je ne sais pas dans 10 ans, l'IA, le métier, quel métier aura l'IA et qu'est-ce qu'il faut. Donc finalement, nous, on ne sait pas actuellement comment préparer les étudiants à travailler avec l'IA dans le futur. C'est un autre problème que de faire fonctionner le cerveau aux étudiants pour les apprendre à avoir un fonctionnement et un sens critique. C'est deux problèmes pour moi totalement différents. Et vous avez beaucoup répondu au premier, mais personne n'a répondu au deuxième. Alors, je sais, vous n'êtes pas des devins. Oui, merci pour ces échanges très intéressants et complémentaires. Je voulais revenir sur un point où vous évoquiez l'exemple que vous aviez au collège sur la vitesse, et donc sur le fait que voilà, l'utilisation de l'IA permet quand même d'avoir, via le biais que vous avez pris, enfin biais peut-être pas le bon mot, d'avoir un regard critique en fait sur ce qui est produit. Mais finalement, est-ce qu'on ne va pas vers un système où on va maintenir ce regard critique, mais finalement, on ne va pas avoir la capacité à produire un écrit. Où se place la production écrite dans ce système-là? Est-ce qu'elle va disparaître finalement? Là, pour moi, on est encore un peu en transition. Si on travaille ça, c'est parce que ce qui pose problème, c'est justement ce résultat écrit final-là, et on a envie de lui redonner du sens. Donc, on essaie de viser les compétences intermédiaires pour dire, bon, oui, il y a un outil qui existe qui permet de faire le résultat final, mais déjà, on peut le remettre en question, et c'est pas ça qu'on demande. Donc, on gagne du temps tant que la définition de l'éducation est toujours sur ce dernier plan-là. Mais pour nous, c'est ça qui pose problème. C'est qu'est-ce qui est évalué. Même si on reste dans un contrat où les élèves sont là pour, bah oui, moi, je suis là pour avoir mon diplôme et avoir du boulot, etc., et répondre juste aux besoins, soit on arrive à déplacer les évaluations sur des choses peut-être plus intéressantes ou plus complexes, soit on arrive à casser ce biais-là, mais ça dépend pas que de l'école. Pour moi, c'est quelque chose qui est véhiculé de manière générale par la société, et on peut pas leur reprocher finalement aussi d'avoir cette approche-là. Donc pour l'instant, on vise cette compétence intermédiaire parce que c'est sans doute ce qui est le plus important. Après, est-ce qu'on reviendra à produire? Sans doute, mais les exemples que je prends souvent, c'est je prends la théorie des jeux pour expliquer pourquoi on fait de l'IA et ce qui a déjà été produit. Ça fait depuis les années 90 que Deep Blue a battu Kasparov et qu'il n'y a plus aucune machine, on ne peut plus gagner contre aucune machine qui joue aux échecs. Et pourtant, on le fait toujours. Il y a toujours des gens qui jouent aux échecs, il y a toujours des championnats du monde, il y a même maintenant des championnats du monde de machines. Mais ça devient quelque chose de gratuit, ça devient un sport, ça devient un art, ça se déplace. Mais pour moi, on va toujours trouver des détournements. Moi, c'est ça qui me rassure, en fait. C'est qu'il y a effectivement, et on l'a évoqué tout à l'heure, une espèce de généralisation des contenus. C'est-à-dire que c'est une machine à faire des moyennes, à discriminer et à régurgiter une espèce de masse d'intelligence un peu molle. Moi, je compare ça souvent, ChatGPT, je dis que c'est l'intelligence si on met 10 personnes dans une pièce et qu'on leur pose une question et qu'on les laisse réfléchir 4 heures et qu'ils doivent trouver un consensus. C'est à peu près ça, ce niveau d'intelligence-là. Un espèce de consensus un peu mou, un peu moyen, c'est pas très intéressant, mais les gens sont à peu près d'accord et on a mis un temps fou pour sortir des trucs pas terribles. L'argument, c'est, OK, on peut faire ça en 5 secondes avec une machine, et maintenant, réfléchissons sur ce qui est individualisant, important, etc. Mais du coup, ce truc moyen, on va s'en lasser vite. On va vouloir le détourner. Si on prend un exemple plus facile, c'est l'art. On reconnaît des images générées par IA. Elles sont toutes un peu dans le même style, elles vont être consensuelles, elles vont être, c'est des images un peu moyennes, donc il y a des choses très travaillées parce qu'on peut faire vraiment, on peut avoir une intention artistique en utilisant ces outils-là, mais globalement c'est un peu moyen. Et on est déjà passé par là. Quand on a atteint le point de la photographie, l'idée c'était, on veut imiter le réel. On a réussi à faire la photo, on a réussi à faire de l'hyperréalisme, maintenant on produit même des images supérieures à ce que notre œil peut voir. Et quand on a créé la photo, au même temps, dans le monde artistique, il s'est passé un décalage. Tout le monde a dit « super, on peut imiter le réel, c'est plus intéressant, faisons du cubisme et de l'impressionnisme ».
Et à chaque fois, il y a cette dérivation-là qui se fait, et je pense que c'est la même chose qui se produira en éducation. Donc on produira toujours de l'écrit, mais sans doute pas de l'écrit formalisé, général, comme peut le faire une machine, qui n'est pas intéressant. Donc pour moi, c'est plus ça, c'est plus la bonne nouvelle, et il faut assumer ça. Et pour répondre à la première question, du coup, c'est pour ça que moi, quand je parle des compétences du XXIe siècle, c'est ça, ça devient l'objectif pédagogique, en fait. C'est si on veut former au métier de demain, c'est ça. C'est identifier ce qui est automatisable, former aux outils pour répondre aux tâches automatisables, et surtout, ce fameux temps libéré, il ne sert à rien si on ne l'investit pas. Il faut l'investir là-dessus, à tout ce qui se déplace. C'est pas que les métiers vont disparaître, ils sont transformés, mais c'est parce qu'on pousse les compétences. Elles se déplacent toutes. Donc si je prends avocat, par exemple, avocat, c'est un métier qui va être transformé, parce que c'est générer du contenu formalisé avec des documents de référence, le code civil, le code pénal, on prend de la donnée et on la réorganise. Tout ça, une machine le fait beaucoup plus facilement que le métier de couvreur ou coiffeur. Ils sont beaucoup plus concernés par la question. Et du coup, ce qui devient important pour eux, c'est la pédagogie, parler avec mon client, faire preuve de communication, me faire comprendre, être disponible, et ce n'est pas dans le top 10 de leurs compétences visées. Et c'est ça qui change. C'est qu'un avocat qui utilise de l'IA sera meilleur qu'un avocat qui ne l'utilise pas, et un avocat qui développe ces compétences-là et utilise de l'IA sera meilleur que celui qui fait juste aller plus vite pour faire les tâches qu'il faisait avant. Sur la question de l'écriture, je pense qu'ils vont le mettre en ligne. À l'EPFL, il y a Bruno Bachimon, de l'Université de technologie de Compiègne, qui travaille beaucoup sur la représentation des connaissances. Je connais bien ses travaux. Et donc, il a fait une intervention, un exposé qui s'appelle « L'intelligence a toujours été artificielle ». En fait, il parle des outils qui stimulent l'inventivité. Donc ça rejoint complètement ce que tu dis. Et il rappelle, parce que c'est pas lui qui l'a fait, mais il y a eu des auteurs pour bien expliquer comment l'invention de l'écriture a changé la manière de penser de l'être humain. Et il dit que voilà, l'être humain va aussi s'adapter à ça. La fin de la présentation, son exposé, c'est par conséquent la promesse ou la menace que serait l'IA. Ça nous en apprend plutôt davantage sur notre conception contemporaine de ce qu'est le réel, de la science et de l'esprit. Et c'est sans doute là que les choses sont inquiétantes. Pas dans le sens où la machine va remplacer l'homme, en fait, mais dans le sens où on va là. Et puis après, sur la question d'être devin ou pas, je rejoins encore une fois ta réponse, bien évidemment, mais en plus, dans 10 ans, il y aura peut-être interdiction de les utiliser, ces outils-là, parce que, on n'en a pas encore parlé, je vais le faire. Là, je vais m'appuyer sur cet article. Pourquoi et comment démanteler le numérique. Le réchauffement climatique, c'est pas le plus grave des 6 dépassements planétaires. Il y en a 9 qui ont été identifiés, et on a 82% d'après cet article de la biomasse sauvage mondiale qui s'est éteinte depuis 1970. L'océan de plastique qui couvre maintenant 3 fois le territoire de la France. L'extraction fossile qui induit la production annuelle de 40 gigatonnes de CO2. Il faut creuser, concasser, filtrer à l'arsenic et au cyanure des tonnes de roches, 1 tonne pour extraire 1 gramme de certains des métaux, parfois encore moins. Je ne sais pas si vous avez vu des images des mines d'extraction. C'est des hectares et des hectares. Quand ça ne fonctionne plus, c'est fini, c'est foutu pour longtemps avec arsenic, cyanure, etc. C'est des choses extrêmement concrètes. On a l'impression que c'est de l'intelligence artificielle, c'est dans un monde artificiel. C'est pas un monde artificiel du tout, du tout, du tout. Donc tout ça, à un moment donné, la croissance. Alors
je pense que c'est aussi dans cet article-là le fait que entre 2017, ça correspond complètement aux dates que nous a montré Thierry tout à l'heure. Entre 2017 et 2021, la consommation en énergie des acteurs de l'intelligence artificielle qui sont américains, elle a plus que doublé. Et puis de 2021 à 2024, on n'a pas encore les chiffres, mais on sait que voilà, ça explose. Toute cette énergie, enfin, on vit dans un monde limité. Donc, est-ce que vraiment on peut se projeter dans 10 ans avec une intelligence artificielle qui est généralisée, tout le monde va l'utiliser, et puis c'est qui tout le monde? J'ai eu un exposé d'étudiants on les fait travailler en 3e année de licence sur ces sujets. Là, c'était le véhicule autonome. Et en fait, on essaie de les faire travailler sur des faits scientifiques par rapport à la propagande. Donc, ils devaient lire des articles scientifiques, mais eux, ils sont des fans des véhicules, et les véhicules autonomes, ça les fait beaucoup rêver, donc ils ont préféré conclure sur la propagande. Ils n'ont pas eu une bonne note. Donc, la conclusion... Et en plus, ils s'étaient fait aider par ChatGPT pour tout ça, enfin bref. Et leur conclusion, c'était le véhicule autonome est en train de s'installer dans le monde entier. Et puis, c'était le rêve, voilà, des marchandises qui se déplacent toutes seules et tout, bon, la propagande. Et j'aurais posé la question, c'est quoi le monde entier pour vous ? Et là, on est tous à discuter d'une chose, elle existe dans notre monde. Mais quel monde ? C'est pas la planète entière. Voilà. Donc, pour répondre à la question, dans 10 ans, je sais pas, j'espère qu'il y aura eu une prise de conscience et qu'on sera... Enfin, c'est comme la citation que je vous ai faite d'Ellul et Illich. Dans la suite de l'article, ils expliquent que c'est pas tant une fatalité que ça. Il peut y avoir aussi un sursaut collectif de réflexion sur est-ce que vraiment on veut ça ou pas. Et donc je contredis Thierry. Juste sur ce parce que bon, il y a la limitation effectivement des produits et de la consommation effectivement. Donc il y a une étude de Gingfest qui essaye de classer un peu, donner une idée de la consommation de tous les types d'IA. Donc c'est lié à la tâche forcément, mais on a quand même quelques idées de ce que ça coûte. Donc par exemple sur une génération d'images, c'est à peu près équivalent à la charge d'un smartphone. Donc on se dit, c'est déjà beaucoup, mais c'est surtout qu'on a généré à peu près 150 milliards d'images depuis la démocratisation des IA génératives type Midjourney. Donc, il y a 3 ans à peu près, sur vraiment cette démocratisation-là. Et ce chiffre-là, c'est plus de photos qu'on a produit dans l'humanité en 150 ans. Donc, c'est une partie du problème, c'est la génération de masse, plus le fait qu'on les stocke pour les réentraîner, pour réentraîner ces modèles. Donc, ça coûte à l'apprentissage des modèles, ça coûte à la génération et ça coûte au stockage qui sert au réapprentissage. Une des choses qui pourrait peut-être être rassurante ou pas, c'est qu'on arrive aussi à la fin des connaissances de première qualité. Et donc, on se dit, on en génère plein des contenus. On est sans doute dans la phase où on génère le plus de contenu. Mais c'est des contenus qui ne sont pas très intéressants pour l'apprentissage. Aujourd'hui, ce qu'on aurait besoin, c'est... on a déjà scanné tous les livres, on est déjà allé prendre tout Wikipédia, on est déjà allé prendre les encyclopédies. Maintenant, on veut de la connaissance de qualité. Donc là, ce que sont en train de faire ces groupes-là, c'est de faire de la retranscription texte sur toutes les vidéos YouTube, par exemple, pour extraire de la donnée. C'est éventuellement de racheter ou de négocier avec des organes de presse. C'est d'essayer de récupérer les contenus des messages audio qui sont envoyés sur des applis, etc. En gros, on a besoin d'informations pour entraîner ces modèles à apprendre l'apprentissage actuel, récent, vivant. Et tous les producteurs de modèles sont dans cette situation-là où on commence à arriver un peu au bout du truc. Une des solutions qu'ils ont trouvées, c'est il n'y a pas de souci, maintenant on a déjà la première génération de modèles, on va leur demander de générer les données d'apprentissage. Donc l'idée, c'est de travailler sur des données synthétiques.
Donc ça règle les problèmes de droit d'auteur, et c'est je demande à une IA de me générer des contenus de première qualité correspondant à du savoir qui va être utilisé comme donnée d'apprentissage pour réentraîner mon modèle. Donc d'un côté, ça règle des problèmes de droit d'auteur, d'un autre côté, ça règle aussi éventuellement des problèmes d'accès, mais on est en train d'apprendre des modèles qui apprennent sur des données qui ne sont plus des sources vérifiables produites par l'intelligence humaine. Et donc ça, à un moment donné, ça peut poser problème, parce que c'est une espèce de boucle dans la boucle, et là, cette espèce de moyenne, de rouleau compresseur de moyenne d'intelligence, il va peut-être se faire ressentir. Pour l'instant, des expérimentations, c'est pas ce qu'on observe, mais voilà, ce que ça va donner au final, ça peut être aussi une partie de l'inquiétude, et du coup, nous rappeler que on doit toujours générer des choses pertinentes et intelligentes, et qui peuvent continuer de faire avancer ces technologies. Bonjour, je m'interrogeais sur... on a beaucoup parlé donc du fait que certes on ne va plus pouvoir évaluer sur une rédaction, mais on évaluera sur d'autres choses, on tourne autour. Mais il n'empêche que rédiger, au-delà du but qui est de produire un texte, de produire une dissertation qui va être notée, ça développe, je suppose, neurologiquement... cognitivement, plein de choses, et notamment ça développe des compétences qui sont pas forcément immédiatement quantifiables, mais qui participent à un développement de la même manière que je crois avoir lu, mais qu'il y a eu des recherches sur le passage de l'écriture manuscrite à l'écriture sur clavier et du fait que ça a un impact sur nos manières de penser, de réfléchir. Et là encore, du coup, si on arrête d'apprendre à rédiger, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'autres impacts qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui? Voilà, c'était ma question. Oui, moi j'avais une question plus, pour rebondir par rapport à l'expression tout le monde, la planète, toute la planète. J'ai du mal à croire qu'il y ait vraiment une hégémonie sur la question des modèles qui proviennent du monde, on va dire, occidental, et qu'au niveau asiatique, justement, il n'y ait pas quelque chose qui se fait, parce que en termes de puissance économique, maintenant, c'est plutôt l'Asie qui a le dessus. Et donc, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des choses qui se font? Parce qu'on n'en entend pas du tout parler, en tout cas. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette organisation et ces exposés très, très intéressants. Pour moi, donc, je représente le CFA des universités, et donc le volet, on va dire, justement... qui est que nous devons former les acteurs de demain, donc des professionnels. On nous dit effectivement, comme le dit Thierry Brouard, c'est comme une arme, c'est parti, donc maintenant tout le monde doit y aller. Et je me pose la question de comment l'homme va pouvoir vraiment s'adapter quand on voit les travaux d'Armand Rosa qui démontrent que on a des promesses de technologie qui nous disent justement on va gagner du temps. Et dans les faits, plus on avance et plus on entend et plus le ressenti des actifs, c'est plutôt de dire j'ai plus le temps, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Donc sur le plan cognitif, je me pose la question. Alors j'entends sur la pédagogie, il y a des mises en situation qui sont très intéressantes, mais sur le plan professionnel, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui sur l'arrivée des IA, sur l'accélération du temps, sur l'obsolescence peut-être de certaines compétences, sur la charge attendu au quotidien, et on le note déjà. Je peux prendre des exemples, par exemple les communicants aujourd'hui, déjà avec les réseaux sociaux, la charge mentale qu'ils ont de devoir travailler sur un temps accéléré. Voilà, moi c'est vraiment des questions importantes, sachant qu'il y a une vague. Voilà, donc... Très court sur la première question qui est tout à fait... c'est une excellente question, et Bruno Bachimon, il y répond. Donc vraiment son exposé, l'intelligence a toujours été artificielle dès qu'il la met en ligne, je vous ferai passer. Et alors lui, il dit que maintenant, c'est plus l'écriture, et c'est plus l'écriture au clavier tellement, c'est le copier-coller. Et il développe tout un argumentaire pour dire que maintenant, la manière de travailler, de penser, c'est à base de copier-coller. Voilà. Et après, sur la question de la Chine, c'est aussi une super question, parce que en réalité, ces intelligences artificielles dont nous parlons, l'informatique en général, c'est l'armée qui développe ça à la base.
Et évidemment, ce sont des armes. Et évidemment qu'il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis à ce niveau-là aussi. Et là, faut lire le livre de Kate Worth, c'est ça? Je l'ai là. Je vérifie. Tu peux répondre pendant que je vérifie. Oui, donc sur la première question, ouais, c'est un peu l'idée des sacrifices éventuels, quoi. Est-ce qu'on doit perdre ces choses-là et quel est l'impact de plus pratiquer ça? On a plein d'exemples qui sont liés à d'autres technologies. Et la question finalement de l'éducation, c'est qu'est-ce qu'on doit préserver, même si c'est un peu hors de ce temps-là. Et pour moi, la question elle se situe plutôt entre le premier et le second degré, justement, parce que pour faire marcher son esprit critique, on a besoin de tout un ensemble cognitif. Et ça, on doit le construire. Et on n'a pas le choix. On doit développer la mémorisation, on doit développer le raisonnement. La question, c'est est-ce qu'on peut faire ça de manière intéressante et intelligente dans l'éducation et que ce ne soit pas juste une liste de tâches à cocher et on doit dire ça c'est très important, il faut absolument l'acquérir pour travailler sur la suite. Donc il y a vraiment une question de méthode, éventuellement d'accepter aussi de faire des sacrifices et d'apprendre autre chose qui sera peut-être utile plus tard. Si on prend l'anglais par exemple, l'apprentissage des langues, c'est assez clair. Si on regarde ce que ça produit, oui, l'adaptative learning, ça marche très bien pour le vocabulaire et la grammaire. Oui, le fait d'écouter ou de pouvoir avoir de la traduction automatique, par exemple, de sous-titres ou de choses comme ça, ça peut favoriser l'apprentissage. Donc, qu'est-ce qui reste et qui ne rentre pas? C'est qu'apprendre une langue, c'est avant tout apprendre une culture et que c'est de la parler. Donc, c'est quelque chose de pratique. Donc, la conclusion de ça serait super, donnons à une IA l'apprentissage de la grammaire et du vocabulaire et on fait 6 mois de voyage scolaire par an avec les élèves et on va pratiquer et découvrir l'autre pays. Dans l'idéal, on pourrait conclure ça, mais ça, c'est en opposition avec, aujourd'hui, et à la fois le programme et la manière dont on va concevoir l'éducation. Donc c'est aussi se laisser éventuellement cette porte ouverte au changement. Pour répondre sur les modèles étrangers, oui, il y en a plein. Là, si je vous demande combien d'IA vous connaissez, ou de modèles juste d'IA générative, on va peut-être arriver à une dizaine, à une quinzaine grand max. Vous allez sur Hugging Face, il y a 550 000 modèles disponibles. Alors, c'est des répétitions, il y a des poids différents, etc. Mais il faut des modèles, et encore une fois, c'est spécialisé. Donc j'ai besoin de choses différentes pour faire de la génération d'images, pour faire de la génération de texte, de l'analyse de données, etc. Et chacun produit aussi en fonction de ses besoins. C'est pas juste la tâche, c'est aussi la représentation du monde. Donc oui, la Chine, elle a envie d'avoir des générateurs d'images qui représentent sa vision du monde. Parce que c'est le paradoxe, c'est un espèce de truc d'intelligence générale. Il doit faire un choix. Si je lui dis « génère-moi une photo de femme mariée », il va me générer une image. Il y a de fortes chances que ce soit une femme blanche en robe blanche. C'est une vision du monde. Il ne peut pas me montrer et la dame en robe blanche et la tenue traditionnelle japonaise et celle du Cambodge et celle de Chine. Et c'est la différence entre un moteur de recherche localisé sur des données personnelles et cette espèce d'intelligence générale. C'est pour ça qu'on commence à parler de modèles individuels. Et ça peut être un autre truc inquiétant, c'est que mon ChatGPT, il est pour moi et il renforce et correspond à ma vision du monde. Et ce sera sans doute quelque chose qui va arriver, parce qu'à un moment donné, sinon c'est trop en écart et on ne peut pas répondre avec une réponse simple à n'importe quelle question qui est posée et qui correspondrait à toutes les représentations. Et pour la dernière, pour le temps sur le temps du travail, donc oui, l'enjeu c'est avant tout ça. Je peux gagner du temps, mais encore une fois, c'est pas forcément vrai parce qu'il faut se former. Et voilà, il y a une étude que j'aime bien, qui est un peu extrême, mais qui part du principe que on doit se former 2 jours par semaine, pas en moyenne. Hein. C'est que avec l'IA, on passe de toute façon à la journée de 3 jours, à la semaine de 3 jours, et ensuite on se forme les 2 jours restants pour rester. Voilà. Mais c'est surtout ce qu'on fait de ce temps. Après, l'IA pose beaucoup de questions politiques et économiques. Il y a des thèses aujourd'hui qui montrent que voilà, toutes les technologies, elles vont naturellement vers la fin du travail. C'est leur fonction. Leur fonction, c'est de gagner du temps, c'est de faire moins d'efforts, c'est de transformer pour qu'on travaille moins. Et ça, c'est une question intéressante parce que c'est une technologie qui est portée par des grands groupes. Il y a des enjeux économiques massifs. Seulement, on ne peut pas nier que ça transforme le travail et qu'on baisse les emplois et que c'est bien, en fait, puisque c'est la fonction de cette technologie-là. Par contre, si on n'a pas une société qui permet
de réinvestir ce temps-là dans l'art, dans la découverte, dans la création, dans l'artisanat, dans tout ce que peuvent pas faire ces technos-là, ça vaut pas le coup parce qu'on se retrouve à avoir une population qui reste et qui travaille plus parce qu'elle prend la part des autres et une qui est juste exclue. Et pour moi, c'est une partie du problème. Avec le partage des richesses. Alors, le livre s'appelle Contre-Atlas de l'intelligence artificielle de Kate Crawford. Et il y a vraiment beaucoup de réponses, d'une part sur le fait que l'IA est très, très, très matérielle, pas du tout virtuelle, et puis sur les guerres, et puis tout ça. Kate Crawford. Mille merci beaucoup, Bastien et Béatrice, pour cette table ronde.